Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la maison de Valois, une dynastie qui a régné sur la France pendant 261 ans, rien que ça. Ils sont arrivés juste après les Capétiens et juste avant les Bourbons. Et pendant tout ce temps, ils ont forgé le royaume à travers des guerres absolument épiques, des intrigues de cour et, on va le voir, des bouleversements religieux très très profonds. Et c'est la question, n'est-ce pas? Parce que l'histoire des Valois, ce n'est pas juste une montée en puissance. C'est aussi et surtout l'histoire d'une fin incroyablement brutale et dramatique. Alors, comment est-ce qu'une dynastie aussi solidement installée a pu s'effondrer? Pour comprendre, il faut revenir au tout début, en 1328. Il faut imaginer que pendant des siècles, la France avait connu une stabilité assez remarquable avec la dynastie des Capétiens. Le fils succédait au père, c'était simple, c'était clair. Et puis, d'un coup, tout s'effondre. Le royaume se retrouve face à une crise de succession complètement inédite. Le problème, c'est Charles IV. Il est le dernier de 3 frères à avoir régné. Avant lui, il y a eu Louis X, puis Philippe V, et enfin lui. 3 rois, frères, qui se succèdent, mais pas un seul n'a laissé de fils pour prendre la suite. Alors quand Charles meurt, c'est la fin de la lignée masculine directe qui gouvernait la France depuis des siècles. Le trône est vide. Et là, 2 candidats principaux sortent du lot. D'un côté, on a Philippe de Valois, qui est le cousin du roi défunt. Sa légitimité, elle vient des hommes, c'est une lignée purement masculine. Et de l'autre côté, on a le jeune roi d'Angleterre, Édouard III. Lui, il est plus proche dans le sang, c'est le neveu direct de Charles IV, mais par sa mère. Et voilà, le dilemme est posé. La lignée des hommes contre la lignée des femmes. Pour se sortir de ce pétrin, les grands nobles français vont aller chercher un vieux principe presque oublié, la loi salique. En gros, ça dit qu'une femme ne peut pas hériter de la couronne, et elle ne peut pas non plus transmettre ce droit à son fils. C'est le coup de grâce pour la candidature anglaise. L'Assemblée choisit donc Philippe de Valois, qui devient Philippe VI. Mais cette décision, loin de régler le problème, vient de semer les graines d'une guerre qui va durer plus de 100 ans. Parce qu'évidemment, cette histoire de loi salique, les Anglais ne l'acceptent pas du tout. Cette décision, loin de calmer le jeu, met carrément le feu aux poudres. C'est le début d'une lutte acharnée qui va définir toute la première partie du règne des Valois. Pendant un siècle, ils vont devoir se battre littéralement pour prouver qu'ils sont les rois légitimes. Et cette guerre, ça a été de véritables montagnes russes pour les Valois. On a des défaites, mais des défaites terribles, humiliantes. Crécy, Azincourt, des désastres. Il y a même un roi, Jean II, qui se fait capturer sur le champ de bataille. La dynastie est passée à un cheveu de la catastrophe totale. Et puis, il y a eu ce retournement de situation incroyable, incarné par Jeanne d'Arc, qui a complètement changé la donne et qui a mené à la victoire finale. Mais avant cette victoire, il y a eu le point le plus bas. Le fond du trou, c'est sans doute ce fameux traité de Troyes, en 1420. Là, le roi de France, Charles VI, qui était devenu fou, signe un papier qui déshérite son propre fils, le futur Charles VII, et qui donne la couronne de France au roi d'Angleterre. Sur le papier, c'était fini. La dynastie Valois était rayée de la carte. Sauf que ce fameux Charles, il n'a pas dit son dernier mot. Son coup de génie, ça a été de se faire sacrer roi à Reims. Reims, c'est la ville des sacres, le symbole du pouvoir divin. C'était un acte politique et un coup de com' absolument immense. C'est ça qui a rallié le royaume autour de lui. Après avoir survécu à l'épreuve du feu, la dynastie Valois avait enfin cimenté son droit à régner. Bon, la menace anglaise est enfin écartée. C'est la fin d'un chapitre. Pour les Valois, on passe du mode survie au mode construction. Ils sont désormais incontestés. Ils vont plus se contenter de régner, ils vont bâtir un État moderne, transformer la culture et affirmer leur puissance partout en Europe. Et le grand architecte de cette transformation, c'est Louis XI. On le surnommait l'universel Aragne, l'araignée universelle, et c'est une image parfaite. Il tissait ses toiles partout. Il préférait de loin la ruse, la diplomatie et l'argent à la guerre. C'est lui qui a mis au pas les grands seigneurs féodaux, surtout son grand rival le duc de Bourgogne, et qui a transformé un royaume morcelé en un État vraiment centralisé autour du roi. 1453, c'est une date clé, fin de la guerre de 100 ans. Pour la première fois depuis des générations, la France est en paix et unifiée. Libérés de l'obsession anglaise, les rois valois peuvent enfin regarder ailleurs et nourrir de nouvelles ambitions. Seulement voilà, dans la grande histoire d'Europe, la paix, ça ne dure jamais bien longtemps. Un ennemi en chasse un autre, la vieille rivalité avec l'Angleterre est remplacée par une nouvelle lutte immense contre la surpuissante dynastie des Habsbourg qui encercle maintenant la France de tous les côtés. Et cette nouvelle ère, elle est marquée par une véritable fascination, une obsession même, pour l'Italie. Des rois comme François Ier sont éblouis par la Renaissance italienne. Ils se lancent dans des guerres hors de prix pour conquérir des territoires comme Milan. Mais ce n'est pas que militaire. Ils en rapportent l'art, les idées, l'architecture. Pensez au château de la Loire. C'est vraiment l'apogée de l'ambition des Valois. Tout semble aller pour le mieux. La dynastie est à son zénith. Mais la plus grande menace,
Elle n'est pas à l'extérieur. Non, elle est déjà là, à l'intérieur même du royaume, en train de grandir. Et elle va se révéler bien plus destructrice que n'importe quel ennemi étranger. Et le déclic, le point de bascule, c'est un accident bête mais aux conséquences dramatiques, la mort du roi Henri II en plein tournoi. Ce qui suit, c'est une succession de ses fils, tout jeunes, souvent malades, et incapables d'imposer leur autorité. Ce vide du pouvoir arrive au pire moment possible, celui où la France se déchire entre catholiques et protestants, qu'on appelle les Huguenots. C'est le début des guerres de religion. Et la crise va atteindre son paroxysme dans ce qu'on a appelé la guerre des Trois Henri, une sorte de guerre civile dans la guerre civile. Le premier acteur de ce drame, c'est le roi en titre, Henri III. C'est un Valois, le dernier fils d'Henri II, mais son autorité est de plus en plus faible, de plus en plus contestée. Face à lui, le deuxième Henri, Henri, duc de Guise. C'est le chef ultra-populaire de la Ligue catholique, une faction de catholiques extrémistes. Il est ambitieux, charismatique et il pense que le roi est beaucoup trop mou avec les protestants. En réalité, il veut prendre le pouvoir. Et pour compléter ce trio explosif, le troisième, Henri de Navarre. Lui, c'est le chef des protestants. Mais surtout, et c'est là où tout se joue, le dernier frère du roi est mort. Donc, d'après la fameuse loi salique, c'est lui, Henri de Navarre, qui est l'héritier légitime du trône de France. Un protestant, héritier d'un royaume catholique, on imagine le chaos. Et voilà, la scène est plantée. Cette lutte à mort entre trois hommes du même nom va non seulement décider de l'avenir de la France, mais aussi sceller le destin de toute une dynastie. Après plus de 2 siècles et demi de pouvoir, la fin des Valois sera aussi brutale que leur ascension a été compliquée. 261 ans. Il faut prendre un moment pour réaliser ce que ça représente. C'est immense. C'est une période qui a vu la France se construire, s'unir et se moderniser comme jamais auparavant. Et comment tout ça se termine ? Pas sur un champ de bataille, pas par une maladie, non. Tout s'arrête net, avec le poignard d'un assassin. En 1589, après avoir lui-même fait assassiner son rival, le duc de Guise, le roi Henri III est poignardé à son tour par un moine fanatique. Il meurt. Et avec lui, la lignée masculine des Valois s'éteint, pour de bon. Alors, que se passe-t-il? Le roi est mort, il n'y a plus d'héritier valois, c'est le chaos? Eh bien non. Parce que, et c'est une ironie de l'histoire assez savoureuse, on ressort la bonne vieille loi salique, la même loi qui avait mis les Valois sur le trône 261 ans plus tôt. On cherche le plus proche parent par les hommes, et on tombe sur qui? Henri de Navarre. Le chef protestant devient donc Henri IV, premier roi de la nouvelle grande dynastie française, les Bourbons. Et c'est comme ça que l'histoire des Valois se termine. Ils ont gagné leur couronne en surmontant une crise de succession et une guerre contre l'étranger, mais ils l'ont perdue à cause d'une guerre civile nourrie par des divisions religieuses internes. Ce qui nous laisse avec une réflexion finalement, est-ce que les plus grandes menaces pour une nation viennent toujours de l'extérieur ou bien parfois de ses propres déchirements ?